Le canal d'Elbląg, c'est d'abord en partie une réserve naturelle protégée qui abrite des roselières où nichent hérons, grèbes, cygnes, ondulant avec le flot déplacé par les bateaux et à peine dérangés par leur passage. C'est aussi une réalisation technologique unique, un patrimoine historique reconnu et une curiosité étonnante. Imaginez cette région il y a 1000 ans, couverte de forêts de pins, exploitée pour la fabrication de mâts de navires ou la construction. Le transport se faisait par la rivière Drensva et la Vistule descendant vers la Baltique au rythme lent de leur pente faible. Imaginez cette région 400 ans plus tard, dominée par les chevaliers teutoniques, grands commerçants, grands bâtisseurs, grands accélérateurs d'économie. Encore 200 ans de passé, et les marchands de la Hanse achètent à eux tout seuls la production complète de bois de la région. Et ils veulent des livraisons rapides. Entre les villes d'Ostroda et Elbląg, proches du delta de la Vistule, s'échelonnent 6 lacs peu profonds qui raccourciraient fortement le trajet vers la Baltique, pour peu qu'un magicien arrive à les relier et à compenser les 104 mètres de dénivellation à franchir en 10 km à peine. Le magicien, ou plutôt le maître en génie civil Georg Jakob Steenke, s'attaqua au problème en 1844 en creusant d'abord des canaux entre les lacs les plus élevés. Les eaux s'abaissèrent de 5 mètres environ, mais il restait encore 100 mètres de dénivelé, et puisque les bateaux ne pouvaient pas dévaler la pente, il décida qu'il la descendrait à pied sec. Ce qui fut fait 20 ans plus tard, comme on le voit ici. La circulation se fait dans les deux sens, mais on attend son tour pour prendre le manège. Nous naviguons ici à 100 mètres au-dessus du niveau de la mer, et le mouvement est très lent, les 5 plans inclinés absorbant chacun environ 20 mètres de dénivelé en tractant des charges de 60 tonnes maximum. C'est à notre tour de pénétrer dans le sas, puis dans le gabarit monté sur poulie. Le bateau est amarré soigneusement car la pente en face semble raide. Pourtant, les poulies glissent doucement et le mouvement est étonnamment fluide et sans à-coups. Et nous voilà voguant sur l'herbe verte. Comme dans la chanson enfantine, les petits bateaux ont des jambes. Et si le mouvement est lent, c'est que la marge de manœuvre est bien étroite. Les dimensions des sas et des gabarits conditionnent les dimensions des bateaux, qui doivent être compatibles sans tolérance. Toute une flotte normalisée sillonne maintenant le canal, emmenant des touristes qui depuis le XXe siècle ont remplacé les marchandises et les troncs d'arbres. Les bateaux nous regardent, mais le plus étonnant, c'est ce canal qui coule à 2 ou 3 mètres au-dessus des champs en contrebas.
Nous sommes dans ce qu'on appelait les jardins de Prusse, au sol riche et fertile. Et pendant que nous montons, l'eau déviée du canal supérieur se déverse sur une turbine qui actionne les roues hydrauliques qui remontent le câble qui nous tracte. Toute une machinerie s'affaire, maintenue en état comme à l'origine, il y a plus de 150 ans. Le dernier plan incliné, sur la terre ferme, on nous informe que le parking est payant. Nous allons débarquer ici, près d'Elbląg, où nous sommes pratiquement à 50 cm au-dessus du niveau de la mer. Devant les vestiges très rares d'un vieux mur gothique se dresse une ancienne église devenue atelier d'art moderne. Comme jadis, l'entrée dans la ville se fait par la porte de la tour du marché, tour rénovée en 2006 et du haut de laquelle on a une vue imprenable sur la vieille ville. L'histoire d'Elbląg est insolite. En l'an 890, le port de mer de Trousseau, sur la Baltique, faisait le commerce de l'ambre, des fourrures et des esclaves avec tout le monde occidental, la mer Noire, voire l'Asie. L'arrivée des chevaliers teutoniques au XIIe siècle signe la fin du comptoir, ravagé par la résistance à la christianisation et par le déplacement de la côte sableuse. En 1237, la ville d'Elbing est fondée par des commerçants allemands près des ruines de Trousseau. Un château fortifié s'élève, la ville entre dans la Ligue hanséatique et se développe. Jusqu'en 1535, où les habitants adoptent la réforme et deviennent luthériens au milieu d'un monde catholique. La ville quitte la Hanse, mais poursuit son expansion. Entre les XVIIe et XIXe siècles, l'industrialisation progresse. Construction navale, construction de chemins de fer et le fameux canal. En 1944, à l'approche des armées soviétiques, la majeure partie de la population d'origine allemande s'enfuit. En 1945, la vieille ville est incendiée, pillée, détruite à 65%. Ces ruines serviront à reconstruire Gdansk et Varsovie. Le reste sera dispersé, sauf 2 églises reconstruites, dont Saint-Nicolas. Les populations allemandes qui restaient encore sont expulsées et remplacées par des Polonais venus des villes de l'Est, elles-mêmes cédées à l'Ukraine. La ville d'Elbing, devenue entièrement polonaise et catholique, prend le nom d'Elbląg. La reconstruction de la vieille ville débute en 1989, parfois en intégrant de vieux matériaux, mais le plus souvent à neuf, en respectant les formes et dimensions des constructions historiques. Les 2/3 de la vieille ville, qui a donc moins de 30 ans, ont été restaurés.
À l'origine, Saint-Nicolas est une église catholique gothique datant de 1247. Lorsque les bourgeois d'Elbing adoptèrent la réforme protestante en 1525, le prévôt de l'église obtint le droit de conserver le culte catholique. Mais sa résistance s'affaiblit peu à peu, et en 1573, l'église Saint-Nicolas était devenue luthérienne. Elle redevint catholique en 1612 en vertu du traité de Varsovie, et elle l'est restée depuis. Elle a subi les incendies au XVIIIe siècle et les destructions de la Seconde Guerre mondiale comme le reste de la ville, mais elle fut reconstruite dès la fin de la guerre. Et une partie de ses œuvres d'art, tableaux et rétables du Moyen-Âge, a été préservée. Elle est devenue cathédrale en 1992.